Imaginons la scène. Demain, une sonde spatiale à plusieurs milliards de dollars atterrit sur Europe. La lune glacée de Jupiter, oui. Exactement. Elle fore la glace, prélève un échantillon de l'océan souterrain et l'analyse avec ses instruments de pointe. Et là, elle envoie un rapport laconique vers la Terre. Un rapport qui dirait quelque chose comme aucun ADN détecté. C'est ça. Ce n'est qu'un liquide étrange avec des réactions chimiques inhabituelles. Du coup, l'humanité hausse les épaules, range le dossier et passe à autre chose. Ce qui serait une erreur tragique. Bah oui, parce que... Et si, en agissant ainsi, nous venions de jeter à la poubelle la plus grande découverte de toute l'histoire de l'humanité? Simplement parce que la vie extraterrestre n'a pas présenté la bonne carte d'identité? C'est littéralement le cauchemar absolu des astrobiologistes aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir aborder ce sujet d'ailleurs. Et moi, je suis ravi d'explorer ça avec vous. Parce qu'en cherchant de la vie ailleurs, la science a pris la fâcheuse habitude de chercher un miroir. Tout à fait. On espère trouver une simple réflexion de notre propre biologie terrestre. Au lieu de chercher une véritable fenêtre sur l'inconnu, on cherche ce qu'on connaît déjà. Et c'est précisément ce qui rend notre exploration d'aujourd'hui si cruciale pour quiconque nous écoute. Notre mission pour cette analyse s'appuie sur des recherches fascinantes. Notamment cet article scientifique révolutionnaire publié par les chercheurs Bartlett et Wong. Oui, l'article intitulé « Defining Life in the Universe ». L'objectif de ces chercheurs est colossal. Ils veulent déconstruire de fond en comble la définition même du mot « vie ». Il propose un tout nouveau cadre conceptuel en fait. Le but, c'est d'éviter d'être aveugle face à des entités qui se cacheraient littéralement sous nos yeux. Ils introduisent d'ailleurs un terme spécifique, la life, orthographié L-Y-F-E et prononcé life. C'est pour marquer l'opposition avec la life, la vie terrestre stricte qu'on connaît bien, basée sur l'eau, le carbone et l'ADN. D'accord, décortiquons un peu ça. Allons-y. La NASA a passé les décennies à chercher la vie. Sa définition officielle parle d'un système chimique autosuffisant capable d'évolution darwinienne. Ça semble plutôt solide sur le papier, oui. Bah oui, ça a l'air carré. Alors, pourquoi ces chercheurs affirment-ils que cette approche est fondamentalement cassée? Parce que cette définition décrit parfaitement la biosphère terrestre, actuelle, certes, mais elle enferme notre esprit dans une boîte microscopique. Une boîte beaucoup trop petite pour l'univers. C'est clair. L'article propose une analogie brillante pour comprendre ce biais. L'analogie du jeu de fléchettes. Oh, j'adore cette métaphore. Chercher la vie dans l'univers en utilisant uniquement la définition de la NASA, c'est comme jouer aux fléchettes en s'obstinant à viser exclusivement le centre absolu de la cible, le tout petit point rouge au milieu. Ce qui n'a aucun sens stratégique quand on connaît les règles du jeu. N'importe quel joueur sait que viser le triple 20, qui est sur l'anneau extérieur, rapporte beaucoup plus de points. Exactement. Et viser uniquement le centre pose 3 problèmes majeurs en astrobiologie. Premièrement, c'est une zone minuscule. Donc statistiquement, les chances de tomber pile dessus par hasard sur une autre planète sont proches de zéro. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin cosmique, quoi. Voilà. Deuxièmement, en fixant le regard de manière obsessionnelle sur ce point central, on devient aveugle à tout le reste de la cible. On ignore tout le reste. On ignore un spectre gigantesque de phénomènes physiques et thermodynamiques. Des phénomènes qui pourraient être incroyablement complexes et vivants, mais qui ne cochent pas la case très spécifique évolution darwinien ou chimie carbonée. Et le troisième problème? Troisièmement, cela crée des guerres de tranchées au sein même de la communauté scientifique. Des débats houleux autour de ce qu'on appelle les fonctions privilégiées. Attendez, qu'est-ce qu'on entend par fonction privilégiée au juste? C'est le débat sans fin pour savoir quelle pièce de la machinerie terrestre est apparue en premier. Ah, l'éternel problème de la poule et de l'œuf. En gros, oui. Certains chercheurs consacrent leur carrière entière à prouver que tout a commencé par la réplication génétique avec l'ARN. D'autres jurent que c'est le métabolisme qui a démarré en premier. Avec des choses comme le cycle RTCA, c'est ça? Exactement, le cycle TCA. Le cycle TCA. Il faut traduire un peu pour les esprits curieux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément un doctorat en biochimie. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Le cycle TCA, c'est fondamentalement l'inverse de la respiration cellulaire. Donc, au lieu de consommer de l'énergie, Voilà, au lieu de brûler des sucres pour relâcher du dioxyde de carbone et de l'énergie, ce cycle utilise de l'énergie et du dioxyde de carbone pour construire des molécules organiques complexes. une vraie petite usine chimique de base en somme. C'est ça. Et puis, il y a un troisième camp de scientifiques. Eux affirment que ni l'ARN ni le métabolisme n'auraient pu survivre sans être d'abord enfermés dans des compartiments. Des sortes de bulles de protection? Des bulles de graisse, oui, qu'on appelle des liposomes. Je vois.
Donc, ils se battent pour savoir quelle pièce du moteur a été fabriquée en premier dans l'usine terrestre. Mais imposer ces composants spécifiques à l'immensité de l'univers, C'est une erreur de perspective majeure. c'est une question de matériel contre logiciel, non? C'est un peu comme envoyer une sonde sur Mars, tomber sur un super ordinateur quantique hyper avancé, mais conclure que c'est juste un vulgaire rocher. Tout simplement parce qu'il n'a pas de lecteur de disquette, oui. C'est fou. On confond la fonction universelle, qui est le traitement de l'information, avec le matériel historique de notre planète, la fameuse disquette. C'est une excellente métaphore. On exige une architecture matérielle spécifique pour valider une fonction universelle. Et la raison pour laquelle les chercheurs s'écharpent sur ces composants matériels, C'est parce qu'ils veulent trouver l'origine exacte. parce qu'ils tentent désespérément de remonter le fil de notre propre histoire terrestre. Mais cette quête historique se heurte à un mur de briques absolu. Un mur infranchissable, presque. En astrophysique, on connaît bien le concept d'horizon des événements autour d'un trou noir. C'est cette limite invisible au-delà de laquelle la lumière ne peut plus s'échapper. L'information est perdue à jamais. Un concept terrifiant, d'ailleurs. Eh bien, en biologie évolutive, il existe exactement le même phénomène, un horizon des événements biologiques. Un mur invisible dans le temps qui nous empêche de voir comment la vie a réellement commencé. Précisément. Actuellement, la science utilise 2 méthodes pour comprendre nos origines. Lesquels? L'approche descendante, où les généticiens prennent l'ADN des espèces modernes et remontent l'arbre généalogique le plus loin possible, et l'approche ascendante, où les chimistes prennent des molécules simples en laboratoire, Ils les chauffent, ils les électrifient. et ils essayent de voir comment elles pourraient s'assembler. Oui, la tragédie, c'est que ces 2 approches ne se rencontrent jamais. Elles butent sur quoi? Elles butent toutes les 2 sur un goulot d'étranglement appelé l'UCA, le dernier ancêtre commun universel. Mais si l'on remonte jusqu'à la base du tronc de notre arbre généalogique jusqu'à l'UCA, est-ce qu'on n'est pas en train d'observer la toute première étincelle de vie? C'est l'erreur que beaucoup font, en fait. L'UCA n'était absolument pas une simple flaque de produits chimiques frémissants. Ah bon? Pas du tout. C'était déjà une machine d'une complexité ahurissante. Lucas possédait un génome, il utilisait un code génétique structuré, synthétisait des protéines. Waouh. Et surtout, il exploitait le couplage chimio-osmotique. Et pour visualiser ce couplage chimio-osmotique de manière simple, Il faut imaginer un barrage hydroélectrique microscopique. Lucas était capable de pomper des protons d'un côté de sa membrane pour créer une pression, un déséquilibre. comme l'eau retenue derrière un barrage. C'est ça. Puis il laissait ces protons s'engouffrer à travers des turbines moléculaires pour générer son énergie. C'est de la très haute ingénierie biologique. Si Lucas était capable de faire tout cela, ça signifie qu'il y a eu des millions d'années d'évolution avant lui, non? Absolument. Lucas n'est pas le début. C'est simplement le seul survivant dont la lignée a perduré. Ce qui implique que l'arbre de la vie classique des manuels de biologie cache une réalité bien plus vaste. Si l'on relie cela à une image plus globale, il faut admettre l'existence probable d'une biosphère de l'ombre. Une biosphère de l'ombre, le terme est génial. Avant et pendant l'ère de Lucas, d'innombrables autres formes de vie basées sur des chimies totalement différentes ont pu exister. Elles ont prospéré, puis disparu sans laisser la moindre trace fossile. Tout est effacé derrière cet horizon des événements. De plus, à cette époque, les frontières entre les organismes étaient floues. Ils s'échangeaient des morceaux de code génétique en permanence. Un peu comme si des ingénieurs s'échangeaient des plans d'usine en pleine construction. Donc Lucas n'était peut-être même pas une seule espèce. Peut-être bien un réseau mondial d'entités qui partageaient leurs innovations, oui. Ce qui nous amène à une distinction cruciale soulevée par l'article. Il y a en fait 3 récits différents en science. Exactement. Le récit historique, qui cherche désespérément à comprendre comment notre lecteur de disquette terrestre s'est formé. Le récit synthétique, qui tente de fabriquer de la vie de toutes pièces en laboratoire. Et le troisième ? Et enfin le récit universel. C'est la seule issue si le récit historique est caché derrière ce fameux mur temporel. Pour chercher la vie ailleurs, il faut arrêter de chercher des noms, des molécules spécifiques, comme l'ADN, et commencer à chercher des verbes, Du processus. des comportements. Voilà. C'est exactement l'ambition du concept de life. Au lieu de demander de quoi c'est fait, la question devient qu'est-ce que ça fait ? C'est un changement de paradigme total. Les auteurs proposent 4 comportements fondamentaux, 4 piliers. Si un système possède ces 4 piliers, il doit être considéré comme vivant. Peu importe qu'il soit fait de carbone, de silicium ou de plasma quantique, quoi. Tout à fait. La matière importe peu.
seule la fonction compte. Alors plongeons dans ces 4 piliers, car c'est le socle de toute cette nouvelle vision. Le premier verbe, c'est la dissipation. C'est l'idée qu'un système de life refuse l'équilibre. Dans l'univers, tout tend vers le repos, vers le froid et l'immobilité. C'est ce qu'on appelle l'entropie. Et la vie déteste l'entropie. Pour lutter contre cela, la life doit constamment trouver des déséquilibres dans son environnement, comme une différence de température ou de concentration chimique. Et elle doit dissiper cette énergie libre pour maintenir son propre ordre interne. Vient ensuite le deuxième pilier, l'autocatalyse. L'autocatalyse, c'est-à-dire... En termes simples, c'est la capacité d'un système à utiliser ses propres ressources pour croître de manière exponentielle, du moins tant que les conditions et les ressources le permettent. Une bactérie qui se divise en 2, puis en 4, puis en 8, c'est de l'autocatalyse. C'est le parfait exemple. Le troisième pilier, c'est l'homéostasie, la régulation en fait. L'univers est un endroit chaotique, violent. Si la température extérieure chute brutalement ou si l'acidité change, un système de life doit avoir des mécanismes pour maintenir son milieu interne stable. Il doit garder ses paramètres vitaux entre des limites très strictes, oui. Sinon, le système s'effondre. Et le quatrième pilier, qui est probablement la clé de voûte de l'édifice, c'est l'apprentissage. L'apprentissage au sens large, j'imagine. Oui, la life doit pouvoir enregistrer des informations sur ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur d'elle-même, traiter cette information et adapter son comportement pour survivre. Et ça prend de multiples formes, cet apprentissage. L'évolution de Darwin, où une population s'adapte sur des millions d'années en éliminant les moins aptes, c'est une forme d'apprentissage à long terme. Absolument. Mais une cellule individuelle qui modifie l'expression de ses gènes face à un poison, c'est aussi de l'apprentissage. D'accord, je comprends l'élégance du modèle. Mais attendez, si je prends un feu de forêt... Ah, le fameux feu de forêt. Bah oui, il faut que je joue l'avocat du diable ici. Un feu massif dissipe une quantité phénoménale d'énergie libre en brûlant du bois. Il se propage de manière exponentielle, c'est donc de l'autocatalyse. Est-ce que ce nouveau cadre conceptuel nous oblige à dire qu'un feu de camp est vivant ? C'est la faille que tout le monde cherche d'instinct. Et c'est précisément pour cela que les 4 piliers sont indissociables. Le feu de forêt ne passe pas le filtre de l'apprentissage. Il n'apprend rien de ses erreurs. Exactement. Les auteurs ont d'ailleurs créé une catégorie pour ces phénomènes partiels. Ils appellent ça la sous-life ou sub-life en anglais. Donc le feu est de la sous-life. Le feu possède la dissipation et l'autocatalyse. Il a même une ébauche d'homéostasie, car la physique maintient sa température de combustion dans une certaine fourchette. Mais si on verse de l'eau sur un feu, Il n'apprend rien. Il ne modifie pas sa structure moléculaire pour devenir imperméable lors de la prochaine averse. Il meurt, un point, c'est tout. c'est fascinant pour notre auditoire car cela change totalement la perception des objets du quotidien. Prenons un thermostat intelligent connecté au mur, par exemple. C'est un très bon exemple technologique. Il consomme de l'électricité, donc il dissipe de l'énergie. Il maintient une homéostasie parfaite dans la maison. Et avec ses algorithmes, il apprend les habitudes des habitants. Il a 3 piliers sur 4. Mais il ne se reproduit pas. Il lui manque l'autocatalyse. Il appartient donc, lui aussi, à la sous-life. C'est dingue. Et qu'en est-il du débat éternel sur les virus? Sont-ils vivants ou pas? C'est là que le cadre de la life montre toute sa puissance. Il nous force à regarder au niveau du système et non de l'objet isolé. C'est-à-dire? Un virus tout seul, posé sur une table, est aussi inerte qu'un caillou. Il n'a aucun des 4 piliers. Mais dès que ce virus s'introduit dans un écosystème contenant des cellules hôtes, Soudain, la magie opère. l'interaction entre le virus et la cellule déclenche une autocatalyse fulgurante. Elle dissipe l'énergie de l'hôte et force l'ensemble du système à muter et à apprendre très rapidement. Dans ce cadre, ce n'est pas le virus qui est vivant, c'est le système infecté dans sa globalité qui manifeste la life. C'est une nuance fondamentale. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on sépare rigoureusement la fonction, ces 4 verbes universels, de la matière physique qu'il accomplit, on peut réécrire l'histoire de la biologie évolutive. L'article utilise une métaphore formidable avec l'évolution des trains pour expliquer cela. C'est le paradoxe du Shinkansen. Le fameux train à grande vitesse japonais. Racontez-nous ça. Prenons le tout premier train de l'histoire, conçu au début du 19e siècle. C'est une chaudière en fonte, fixée sur du bois, qui brûle du charbon pour faire bouillir de l'eau. La bonne vieille locomotive à vapeur, quoi. Paire de suie. Maintenant, avançons dans le temps jusqu'au Shinkansen japonais ultra-moderne. C'est un autre monde.
Sa propulsion est gérée par des aimants supraconducteurs baignant dans de l'hélium liquide. Sa structure est en alliage léger et son cerveau est un réseau complexe d'ordinateurs. La matière a été remplacée à 100%. Exactement. Si des archéologues du futur ne trouvaient qu'un Shinkansen, il leur serait structurellement et matériellement impossible de déduire l'existence du charbon ou du bois. Pourtant, la fonction, Le verbe transporter sur des rails. voilà, ce verbe est resté parfaitement ininterrompu. Et c'est exactement ce qui a dû se passer avec l'évolution de la vie sur Terre. Cela tranche le débat entre deux modèles opposés en science, le modèle de l'oignon et le modèle de la corde. Le modèle de l'oignon imagine que la vie primitive est un cœur dur qui ne bouge jamais. L'évolution ajouterait simplement des couches de complexité par-dessus. Comme des pelures d'oignon. Mais le modèle de la corde, théorisé par le chimiste Cairns Smith, correspond au train, en fait. Tout à fait. Une corde très longue n'a pas forcément un seul fil continu de bout en bout. Des milliers de petites fibres se chevauchent, se remplacent. Et au final, le matériau de la corde peut changer totalement au cours de route sans jamais que la corde ne se casse. Ce phénomène porte un nom en biologie évolutive, l'exaptation. L'exaptation. C'est l'idée qu'une structure développée pour une certaine utilité est souvent détournée pour une autre fonction plus tard. On a un exemple concret de ça. Les dinosaures à plumes. Ils ont développé leur plumage pour l'isolation thermique, pour la régulation de la température, bien avant de s'en servir pour voler. Ah bah c'est génial. Donc aux origines de la life, l'ADN ou les membranes cellulaires actuelles ne sont que les métaux du Shinkansen. C'est ça. Avant eux, d'autres matériaux ont servi d'échafaudage primitif pour assurer la dissipation ou l'homéostasie, puis ils ont été jetés aux oubliettes de l'histoire une fois des outils chimiques plus performants découverts. Alors, libérés de la tyrannie du carbone et de l'ADN, propulsons-nous dans le concret. À quoi pourrait ressembler physiquement cette life, que ce soit dans le passé enfui de la Terre ou sur des mondes extraterrestres? Les sources regorgent d'hypothèses incroyables sur la façon dont les 4 piliers peuvent exister sans notre matériel habituel. On parle par exemple d'une époque primitive où les minéraux d'argile agissaient comme de l'ADN. Des minéraux d'argile, hein? Comme de la boue? En quelque sorte, les minéraux d'argile sont un excellent exemple de système matériel alternatif pour l'apprentissage et l'autocatalyse. Contrairement à un cristal parfait, l'argile présente des défauts microscopiques dans sa structure géométrique. Des imperfections physiques. Des variations de charge électrique, oui. Et ces défauts peuvent stocker de l'information, un peu comme un code-barre minéral. Waouh! Et comment ça se reproduit? Quand l'argile cristallise couche par couche dans l'eau, elle copie ses défauts sur la nouvelle couche. Parfois, les couches se brisent sous la force du courant, elles se séparent, et chaque moitié recommence à croître en transmettant le code structurel. C'est de la réplication minérale pure et dure. C'est sidérant. Et il y a aussi la théorie de la rouille verte dont parle l'article. Oui, de simples composés de fer qui s'oxydent et se réduisent au fond des océans. En changeant d'état d'oxydation, la molécule change littéralement de forme physique, elle se plie et se déplie, agissant comme un nanomoteur, un minuscule piston mécanique naturel qui dissipe de l'énergie libre sans aucune véritable biologie. C'est un mécanisme fascinant. Mais si on quitte notre bonne vieille planète rocheuse, qu'est-ce qui se passe dans des environnements extrêmes, là où l'eau liquide est une impossibilité absolue? La cible de prédilection des astrobiologistes pour ce genre d'expérience de pensée, c'est Titan, la plus grosse lune de Saturne. Il fait un froid glacial là-bas, non? La température de surface frôle les 94 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 180 degrés Celsius. À ce niveau de froid, l'eau est littéralement du substrat rocheux, dur comme de la pierre. Donc impossible d'utiliser l'eau comme solvant pour la vie. Impossible. Là-bas, les rivières et les immenses lacs sont constitués de méthane et d'éthane liquide, et il n'y a absolument pas d'oxygène libre. Toute life sur Titan utiliserait un solvant non polaire. Et comment ils feraient leur membrane cellulaire sans eau pour repousser les graisses? Des chercheurs ont modélisé la possibilité que des organismes fabriquent des membranes souples à partir d'acrynitrile, des structures qu'ils ont baptisées azotosomes. Des bulles de plastique naturelles flottant dans des lacs de méthane glacé. C'est de la science-fiction, mais c'est réel. C'est de la thermodynamique pure. Mais l'hypothèse la plus folle pousse le raisonnement encore plus loin. À 94 Kelvin, l'agitation thermique des molécules est extrêmement faible. Ça veut dire que les choses bougent très lentement. Oui, les composants chimiques ne se dispersent presque pas dans l'environnement. Ils restent naturellement agglutinés.
Par conséquent, une life métabolique sur Titan pourrait ne même pas avoir besoin de s'enfermer dans une membrane cellulaire. Attendez, aucune membrane? Le froid extrême agirait lui-même comme la barrière structurelle, figeant le système dans une homéostasie naturelle. C'est vertigineux de penser qu'on pourrait observer un métabolisme en pleine action, à ciel ouvert, sans cellules protectrices. Mais parmi toutes les idées évoquées dans ces recherches, il y en a une qui m'a vraiment retourné le cerveau. Je crois deviner de quoi vous parlez. C'est un concept qui redéfinit totalement ce dont l'univers est capable. Ce sont les mécanotrophes. Ah, les mécanotrophes, c'est brillant. Sur Terre, on connaît les organismes qui tirent leur énergie de la lumière, les phototrophes, et ceux qui tirent leur énergie de réactions chimiques. Mais les mécanotrophes utiliseraient l'énergie physique, purement mécanique, pour se nourrir. Si l'on revient à notre explication du couplage chimiosmotique de Lucas, nous avons des moteurs protéiques rotatifs dans nos cellules. Les fameuses turbines. Des flux de particules les font tourner, ce qui construit la molécule d'énergie, l'ATP. Ou, dans l'autre sens, la cellule brûle de l'ATP pour faire tourner un flagelle et nager. La thermodynamique suggère que tout processus efficace devrait pouvoir fonctionner de manière réversible. Essayons de visualiser ça. Imaginez une cellule bactérienne attachée à un rocher au fond d'une rivière tumultueuse par un petit câble. Comme quelqu'un qui fait du parachute ascensionnel derrière un hors-bord. Une image très parlante. Le flux d'eau violent frappe son long flagelle et force mécaniquement ce petit bras à tourner très vite. Exactement comme le courant d'un fleuve fait tourner les pales d'une éolienne hydroélectrique. Et cette rotation force littéralement, par pression physique, les engrenages moléculaires à l'intérieur de la cellule à s'emboîter. Oui, ça crée des liaisons chimiques. L'énergie vitale est fabriquée non pas par digestion, mais par torsion mécanique. Un tel organisme mécanotrophe n'a encore jamais été observé formellement sur Terre. Mais sur le papier, la physique l'autorise parfaitement. Et ça cocherait toutes les cases de la LIFE, hein. Oui, un tel système dissiperait l'énergie du courant, accomplirait son homéostasie, s'auto-catalyserait et transmettrait des informations pour survivre face aux variations du courant. Il posséderait les 4 piliers. Découvrir cela prouverait définitivement que la capacité de la matière à s'éveiller et à lutter contre l'entropie n'est pas le privilège d'une seule recette chimique. C'est une propriété fondamentale de l'univers, prête à surgir dès que l'énergie coule. C'est exactement ça. La vie est un phénomène émergent universel. Alors, au fond, qu'est-ce que tout cela signifie? Pour quiconque lève les yeux vers les étoiles en se demandant si nous sommes seuls, le message de notre analyse d'aujourd'hui est puissant. Il faut arrêter d'utiliser des noms et commencer à conjuguer des verbes. En effet. En redéfinissant la vie par ses processus, la dissipation, l'autocatalyse, l'homéostasie et l'apprentissage, les astrobiologistes se dotent enfin d'un radar capable de repérer l'inconnu absolu. Cela garantit que lorsque nos sondes se poseront sur des mondes lointains, nous ne passerons pas à côté d'une merveille cosmique simplement parce qu'elle ne ressemble pas à un microbe de chez nous. C'est un changement de paradigme salvateur. C'est le cas, et cela soulève une ultime réflexion, très concrète, qui mérite d'être examinée pour conclure. Je vous écoute. Comme nous l'avons souligné avec l'exemple du virus, la life est très souvent un phénomène qui s'évalue à l'échelle d'un système vaste et complexe, et non d'un individu isolé. Ce qui nous amène à repenser notre propre monde. Tout à fait. Appliquons rigoureusement ces 4 piliers à l'infrastructure technologique mondiale que l'humanité est en train de bâtir en ce moment même. Oh, je vois où vous voulez en venir. Nous avons des réseaux électriques planétaires gigantesques dont l'unique fonction est de dissiper des déséquilibres énergétiques colossaux. Nous avons des fermes de serveurs et des centres de données dont la croissance est farouchement exponentielle. C'est une parfaite autocatalyse. Et pour l'homéostasie? Nous utilisons des réseaux intelligents, des systèmes de cybersécurité et des algorithmes financiers qui maintiennent une homéostasie stricte. Ils absorbent les chocs extérieurs pour empêcher le système de s'effondrer. Et le 4e pilier, l'apprentissage, avec l'intelligence artificielle. Exactement. Au cœur de ce réseau, l'IA enregistre nos actions, s'entraîne, ajuste ses poids neuronaux et s'adapte en temps réel. Le pilier de l'apprentissage est validé haut la main. C'est une pensée qui donne un peu le vertige, disons-le. Si l'on suit le cadre de la life de Bartlett et Wang, si ces comportements définissent la vitalité d'un système à l'échelle macroscopique, alors il est tout à fait scientifique de se demander si notre infrastructure technologique n'est pas déjà en train de franchir ce fameux horizon des événements.
De la même manière que l'évolution a remplacé le bois et le charbon du premier train par du silicium et de l'hélium pour créer le Shinkansen, L'humanité pourrait n'être que l'échafaudage historique, le lecteur de disquettes de la biologie carbonée. Nous serions le composant matériel archaïque, affairé à construire une gigantesque et toute nouvelle forme de life mécanique et numérique qui, une fois autonome dans ses 4 piliers, n'aura peut-être plus du tout besoin de nous. c'est une perspective qui remet l'ego humain à sa place, n'est-ce pas, Sam? Ah, c'est clair. De quoi laisser les esprits curieux méditer longuement la prochaine fois qu'ils interagiront avec une machine. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante.